Selon moi, la draft NBA de 2010 est la pire QV de la décennie 2010. Mais pas forcément pour les raisons auxquelles vous pourriez penser. D'une part, la décennie reste chargée avec des QV incroyables, et de deux. Le principal problème de ce groupe, surtout parmi les premiers, ce sont les blessures. Mais il y a énormément de joueurs incroyablement talentueux et intéressants issus de cette QV. Alors, que s'est-il passé avec la draft NBA de 2010 ? John Wall, meilleur joueur de lycée du pays, rejoint Kentucky pour sa première année universitaire. Et il fait partie d'un groupe de gars de Kentucky qui vont revenir souvent dans cette vidéo. C'était en 2009, marquant le début de l'ère One and Done dans le basket universitaire au Kentucky. Cette équipe du Kentucky a eu un rôle clé dans ce phénomène. Sélectionné dans la première équipe all-américaine et joueur de l'année Southeastern Conference dès sa première année au Kentucky, il se présente à la draft 2010 comme choix numéro 1 incontesté. C'est un meneur très athlétique et rapide capable d'atteindre le cercle à volonté. Bien que ses compétences de tir et de meneur soient encore incertaines, tout le reste était acquis pour John Wall. Les Wizards le sélectionnent et honnêtement, c'est une très mauvaise situation pour lui ou pour quiconque. L'équipe était mauvaise. Ils étaient en chair, vieux, avec des blessés comme Gilbert Arenas, et seul John Wall était un jeune pour construire. Mais il arrive en tant que rookie, et il est exactement ce que la plupart des gens pensaient bien qu'il serait. Son efficacité était mauvaise parce qu'il était dans une mauvaise équipe, mais il a beaucoup joué. Il était excitant et clairement essentiel pour l'avenir de la franchise. Il a terminé deuxième au vote du rookie de l'année cette année-là parce que Blake Griffin, qui avait été le premier choix de la draft l'année précédente, a remporté le trophée. En fait, il avait manqué toute sa saison rookie à cause d'une blessure. À partir de là, les choses ont continué à évoluer positivement pour Wall. Il a effectivement eu une blessure au genou lors de sa troisième année, donc il n'a joué que 49 matchs, mais l'équipe s'est améliorée autour de lui. Avec Bradley Beal, Wall forme une équipe All-Star dès sa quatrième année, atteint les playoffs et gagne leur première série. À ce moment, John Wall a 23 ans et est le premier choix de la draft. Il a été All-Star, a gagné une série de playoffs et la situation s'améliore à Washington. Il n'est jamais devenu le tireur nécessaire pour être un joueur vraiment d'élite, mais il était impossible de l'empêcher d'entrer dans la raquette. Il avait un bon jeu à mi-distance et, comme je l'ai dit, il était clairement une pièce maîtresse pour les Wizards. Et tout mène à la saison 2016-2017, qui est sans aucun doute la meilleure équipe des Washington Wizards de l'ère moderne. Ils n'ont pas remporté 50 matchs, ni atteint la finale de conférence depuis 1979, et cette équipe de 2016-2017 est celle qui s'est le plus rapprochée de ses jalons. Ils ont gagné 49 matchs, atteint le deuxième tour des playoffs, en match 7 avec une bonne équipe. Ils avaient John Wall, Bradley Beal, Otto Porter, Kelly Oubre, Bojan Bogdanovic, Marcin Gorta et Jan Mahinmi, recrutés à prix fort l'intersaison précédente. Bonne équipe finaliste de conférence. Ils affrontent une équipe des Celtics qui franchement est inférieure aux Wizards. C'est une équipe des Celtics qui a surpassé les attentes. Isaiah Thomas et Avery Bradley montrent l'exemple, mais les Wizards restaient meilleurs. Mais ils perdent en 7 matchs au deuxième tour, malgré une vraie chance d'aller en finale de conférence. Puis il y a eu le match de Kelly Olynyk. Au match 7, il réussit 10 tirs sur 14 marques, 26 points en sortie de banc, et les Celtics gagnent. Et c'est le sommet absolu de l'ère des Wizards de John Wall, et tout va décliner à partir de là. Plusieurs choses se sont produites, surtout dans cette série. John Wall est très bon, mais son tir et son manque d'adresse continueront à le freiner lors des séries éliminatoires importantes. Les Celtics le laissaient simplement tirer à certains moments dans cette série, et Bradley Beal avait l'air d'être le leader de l'équipe en conséquence. En avant pour les Wizards. Il est sélectionné All-NBA cette année, ce qui lui profite, mais cela lui permet de signer un contrat supermax gigantesque lors de l'intersaison suivante, ce qu'il fait, 4 ans et 170 millions de dollars. Dès lors, les blessures deviennent le principal problème pour Wall, dues à la malchance et à son style de jeu combiné. À partir de ce moment-là, après avoir signé l'extension de 4 ans et 170 millions de dollars lors de l'intersaison 2017, juste après avoir failli atteindre la finale de conférence, juste après avoir été sélectionné dans une équipe All-NBA, Wall n'a joué que 73 matchs de plus pour les Wizards et 147 matchs NBA au total à cause des blessures. Après avoir joué pour les Rockets puis les Clippers, sa carrière NBA autrefois prometteuse a pris fin. Evan Turner occupe la deuxième place. Après avoir été élu meilleur joueur universitaire à Ohio State, il se présente à la draft et est sélectionné deuxième par les Sixers. Il possède un ensemble de compétences vraiment intéressant en tant que joueur de périmètre plus grand, capable de manier le ballon, de marquer et de créer du jeu. Des questions subsistaient sur son tir extérieur et son âge avancé en universitaire. À cette époque en NBA, des joueurs en 3e ou 4e année d'université étaient souvent choisis dans le top 5 et il rejoint une équipe des Sixers qui est en fait plutôt bonne pour un rookie.
Il termine la saison avec 41 victoires et 41 défaites, après avoir gagné seulement 27 matchs l'année précédente. Doug Collins s'entraîne avec Elton Brand, André Iguodala et Drew Holiday. Équipe solide. Bien que Turner ait peu contribué, il a montré des signes encourageants. Le problème, t'inquiète, c'est qu'après 2 ans là-bas, les Sixers ont fait le grand reset de Sam Hinkley, ils ont échangé tout le monde et Turner s'est un peu retrouvé laissé de côté. Il n'a jamais progressé comme prévu et n'était pas assez bon pour avoir toujours le ballon. Et en plus, il ne pouvait pas non plus s'écarter du ballon en tant que shooter. Il est échangé aux Pacers en milieu de sa 4e saison, quelques années après son arrivée comme 2e choix de draft. Pendant l'intersaison 2014, il rejoint les Celtics comme agent libre, changeant sa carrière. C'est l'un des meilleurs joueurs de banc de la ligue. Les Celtics 2015-2016 ont largement dépassé les attentes, Turner en étant un excellent exemple. Son rôle en NBA est soudainement devenu clair. Un gars qui pouvait parfois gérer le ballon et peut-être essayer d'atténuer certaines inquiétudes concernant son tir. C'était un excellent élément pour Boston. À l'intersaison 2016, Evan Turner convertit ses 2 belles années chez les Celtics en un contrat de 4 ans. Un contrat de 70 millions de dollars avec les Portland Trail Blazers, une somme énorme pour un joueur de banc à 10 points de moyenne. Beaucoup de cela est lié à l'été 2016. Il y a eu une forte augmentation du plafond salarial et des revenus dans la ligue, donc il y avait beaucoup d'argent en circulation. Et il n'y a pas que Evan Turner qui a obtenu un gros contrat. Ian Mahinmi, que nous avons déjà mentionné, a aussi obtenu un gros contrat. De nombreux joueurs ont gagné beaucoup d'argent et Evan Turner en a profité au bon moment. Les Blazers pensaient qu'il serait un bon complément pour Dame et TJ McCollum en tant que pièce de liaison pour eux, mais ça n'a tout simplement pas marché. Jamais intégré à l'équipe après des saisons décevantes à Portland, il est échangé aux Hawks en 2019 et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Une carrière très étrange pour un joueur talentueux choisi en 2e position. Maintenant, passons au 3e choix et c'est Derek Favors qui rejoint à l'époque les New Jersey Nets. Parmi les meilleurs joueurs de lycée de sa génération, il rejoint Georgia Tech, réussit sa saison et se présente à la draft. Il était vu comme un athlète impressionnant, fluide, avec un grand gabarit et des compétences en développement. Il était très jeune lors de sa présentation à la draft. Il était sans doute le joueur au plus fort potentiel de cette cuvée, hormis le premier choix, John Wall. Il est choisi en 3e position par les New Jersey Nets, drafté en avril 2010, puis en février 2011. Moins d'1 an après, il est transféré au Utah Jazz. Il n'a disputé que 56 matchs avec sa première équipe comme 3e choix de la draft. Les Nets vivaient une période étrange avec un déménagement imminent à Brooklyn et de nouveaux propriétaires. Ils voulaient en progresser vite et ont saisi l'opportunité d'obtenir Darren Williams du Utah Jazz à la date limite des échanges. Et Favors était la pièce maîtresse du package envoyé à Utah. Il part à Utah. Derek Favors était bon, ne vous y trompez pas. C'était un bon joueur NBA. Excellent rebondeur, il avait des compétences offensives et défendait bien. Il n'a jamais rien fait d'exceptionnel ni atteint le niveau d'un All-Star. Et franchement, il est probablement juste un exemple d'un gars qui a joué à la mauvaise époque. C'est un classique comme un ailier fort des années 80-90, évoluant à l'aube de la modernité. Et il était bon, mais n'était pas toujours le meilleur intérieur de son équipe, donc parfois son temps de jeu était réduit. Si tu jouais avec un seul intérieur, il y avait déjà Paul Millsap, puis Rudy Gobert et Favors. Son rôle changeait souvent, mais il était très bon. Il a réalisé une saison à Utah avec 16 points et 13 rebonds de moyenne, sans jamais atteindre son incroyable plafond. C'est ce qui avait fait de lui un choix du top 3. Après, il a bougé. La Nouvelle-Orléans, retour à Utah, puis Oklahoma City, où il finit sa carrière en 2022. Il a disputé plus de 800 matchs NBA saison et playoffs confondus. Mais franchement, en tant que 3e choix de la draft, il a été un joueur assez oubliable dans cette cuvée, en parlant de joueurs oubliables. Wesley Johnson était le 4e choix des Minnesota Timberwolves. Après 3 ans à Syracuse, il s'est présenté à la draft, ayant été sélectionné en première équipe All-American lors de sa dernière saison. Il était vu comme un joueur solide, doté de potentiel, de taille et d'envergure, capable de défendre et d'apporter du scoring intermédiaire. Mais il est vite devenu évident que c'était encore une erreur. Encore un exemple d'un gars qui ne serait tout simplement pas drafté aussi haut dans la NBA moderne, juste à cause d'une très bonne saison universitaire. Joueur expérimenté à l'université, il a bien joué mais n'avait pas le niveau NBA. Ce n'était pas un athlète d'élite, ni très grand ou particulièrement doué techniquement. Et ça pour le Minnesota, c'était la draft qui a suivi immédiatement celle de 2009, où David Kahn a choisi Johnny Flynn et Ricky Rubio au lieu de Steph Curry. En 2 ans, ils ont eu 3 choix top 10 et obtiennent Johnny Flynn, Wes Johnson et Ricky Rubio, bon avant sa blessure. Johnson n'a passé que 2 ans chez les Timberwolves où il n'a pas brillé. Il a ensuite joué pour les Suns, Lakers, Clippers, Pelicans et Wizards.
Il a joué 9 saisons et plus de 600 matchs, mais est resté insignifiant durant toute sa carrière dans la ligue. Vu pour la dernière fois en NBA en 2019 avec Washington, puis une saison en Grèce en 2020, plus récemment, il a été analyste télévision des Pelicans pour la saison 24-25. Ensuite, il y a peut-être les Sacramento Kings. À l'époque, c'était vraiment une organisation dysfonctionnelle. Le déroulement de sa carrière avec les Kings était sûrement conforme à vos attentes. Il arrive, progresse et affiche déjà de très gros chiffres. Sélectionné 2 fois All-NBA, il a fait une saison à 27 points et 12 rebonds, mais l'équipe ne gagne jamais. Ce n'est pas forcément de sa faute si on regarde certaines de ces équipes des Kings, le meilleur joueur avec qui il a joué pendant son passage. Il y avait peut-être une bonne version de Tyreke Evans ou Isaiah Thomas qui a peu joué à Sacramento et a trouvé son rôle ailleurs. De nombreux changements d'entraîneurs ont frustré DeMarcus Cousins, notamment le départ de Michael Malone à Sacramento. Mais le jeu de Cousins présentait encore de nombreux défauts. Il n'était pas très efficace pour sa taille. Parfois, il manquait d'attention en défense et ne se concentrait pas vraiment sur la victoire. C'est Sacramento. Je ne peux pas lui en vouloir, mais il y avait des défauts. L'équipe lui fait malgré tout signer ce gros contrat, puis réalise vite qu'ils ne gagneront sans doute rien de sitôt. Vu l'état du reste de l'effectif, et avec Cousins au centre de tout ça, surtout alors que certains de ses problèmes d'attitude persistent. À la date limite des transferts, 2017, il est échangé aux Pélicans contre Buddy Hield et un choix de premier tour. À l'époque, les Pélicans tentent désespérément de retenir Anthony Davis à la Nouvelle-Orléans. Il part 18 mois plus tard rejoindre les Lakers après l'échange. Mais la combinaison Cousins-Davis était une tentative pour le garder. Et il a terminé la saison 2017 avec les Pélicans. Il a été solide, mais l'année suivante, c'est un bêtise, c'est quelque chose que je défendrai toujours. Il se passait quelque chose à la Nouvelle-Orléans avec Anthony Davis et Marcus Cousins ensemble dans la raquette. C'était une période en NBA où tout le monde devenait plus petit, tout le monde voulait plus de tirs extérieurs et les Pélicans ont pris le chemin inverse. Et ils ont réuni 2 des meilleurs intérieurs de toute la ligue et les ont mis ensemble dans la raquette et il se passait vraiment quelque chose. Ils étaient capables de défendre, leurs compétences se recoupaient suffisamment, l'un pouvait marquer à distance lors d'un match pendant que l'autre défendait. Ils arrivaient à bien écarter le jeu dans la raquette. Ils faisaient tous les deux de bonnes passes, surtout Cousins. Tout allait bien jusqu'en janvier 2018 où Cousins se déchire le tendon d'Achille et ruine sa carrière. Il n'a jamais retrouvé son niveau et rejoint les Warriors à l'intersaison avec un contrat modeste. Tout le monde panique parce que les Warriors avaient déjà Kevin Durant. Les gens se disent « Oh mon Dieu, ils ajoutent aussi de Marcus Cousins ». Ce gars-là tournait à 27 points et 12 rebonds de moyenne, mais ils n'ont jamais retrouvé de Marcus Cousins tel qu'il était avant sa blessure. Jamais plus. Il a moins bien joué chez les Warriors, s'est reblessé et sa carrière est presque finie. Il passe par les Rockets, Clippers, Bucks et Nuggets. Mais cette blessure, en 2018, a mis fin à sa carrière. Il avait de nombreux défauts comme joueur, mais il a surtout été victime de situations très malchanceuses, illustrées par les blessures qui ont mis fin à sa carrière. Ensuite, il y a peut-être mon choix préféré au hasard dans cette draft dont probablement personne ne va se soucier, et c'est Ebke Udoh. 6e choix général des Golden State Warriors, c'est mon préféré, car ils se sont trompés sur ce choix. C'est une période où les Warriors ont eu Steph en 2009, Klay en 2011 et Draymond en 2012, et ils se sont glissés entre ces choix en 2010. Avec le choix le plus élevé parmi tous ces gars-là, Steph part 9e, Klay est choisi en dehors du top 10, Draymond est sélectionné au 2e tour. Ebke Udoh, le Warrior sélectionné le plus haut lors de ces 4 années, est un véritable échec. Il n'a absolument rien apporté à l'équipe. C'était un bon joueur universitaire, après 3 ans à l'université, il était un bon athlète. C'est un bon défenseur, mais il n'y avait rien de vraiment remarquable dans son jeu. Je ne comprends toujours pas pourquoi il a été choisi 6e à cette draft. À part le fait que les Warriors avaient juste besoin d'un grand, il y avait simplement d'autres meilleurs grands qu'ils auraient pu sélectionner. Il a disputé 96 matchs en 1,5 saisons avec les Warriors et n'était pas un bon joueur NBA. Échangé aux Bucks, il a joué pour les Clippers, le Jazz et parfois à l'international. Il a eu une brillante carrière internationale et est aujourd'hui entraîneur adjoint des Atlanta Hawks. Il a disputé moins de 400 matchs NBA en cette saison. Au final, ce choix représente juste une erreur des Warriors. Imaginez à quoi ces équipes auraient ressemblé si elles avaient vraiment choisi un des gars sélectionnés plus tard dans cette draft. Donc Greg Monroe, sélectionné en 7e position par les Detroit Pistons. L'un des meilleurs joueurs de lycée de sa génération, il passe 2 ans à Georgetown et développe un jeu unique. Gaucher, il jouait dos au panier et excellait à la passe, l'un des points forts de son jeu. Choisi 7e par les Pistons, beaucoup trouvaient cette position trop basse pour lui. Comme Favors mentionnait plus tôt, Monroe était un bon joueur NBA, mais n'a pas joué à la bonne époque. Il a parfois eu du mal à comprendre quel était son rôle à son poste.
Il aurait sans aucun doute été un ailier fort à une autre époque, mais il a souvent joué pivot par nécessité, car il ne savait pas tirer à 3 points. Quelques années plus tard, ils ont ajouté André Drummond, qui jouera au poste 5. Comprendre comment faire jouer ces deux gars ensemble était déroutant. Josh Smith a aussi été impliqué après quelques années à Détroit. Malgré tout, Greg Monroe restait un bon joueur NBA. Il t'apportera environ 16 points, 9 rebonds et une bonne défense, il se fait aussi bien passer. Et après 5 saisons avec les Pistons, ils sont simplement passés à d'autres joueurs comme André Drummond. Alors il a signé un contrat de 3 ans pour 50 millions de dollars en tant qu'agent libre avec les Milwaukee Bucks, et il a été bon pour eux, il a été solide la première année, puis il est passé sur le banc la deuxième année en tant que 6e homme. Athlétiquement, il a ralenti et peiné à défendre, ce qui a créé un ajustement étrange dans certaines équipes des Bucks du milieu des années 2010. Après 2 ans, il a été échangé aux Suns contre Eric Bledsoe, puis a enchaîné les équipes. Il a joué pour les Suns, Celtics, Raptors, Sixers, Timberwolves, Wizards et Jazz ces années-là. Il a également joué à l'international et a disputé sa dernière saison NBA en 2022. Actuellement, il est entraîneur au développement des joueurs des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. En 8e position, Al-Farouq Aminu rejoint les Clippers de Los Angeles. Il s'est présenté à la draft comme un ailier prometteur, très athlétique et longiligne. Il était solide à l'université, mais c'était clairement un choix basé sur le potentiel et la marge de progression. Il est sélectionné en 8e position par les Clippers, et il se passe des choses chez les Clippers. Ils ont Blake, dont nous avons parlé plus tôt, Eric Bledsoe est dans l'équipe, Eric Gordon de Andrew Jordan. Mais malheureusement pour Aminu, après une saison rookie décevante, il n'a pas pu rester à Los Angeles. À l'intersaison 2011, il a été échangé aux Hornets de la Nouvelle-Orléans lors du transfert de Chris Paul. Et il est vite devenu évident qu'il n'allait tout simplement pas atteindre le potentiel fou que les gens imaginaient pour lui. En NBA, il n'était pas assez bon offensivement pour être un leader, mais il est devenu un solide joueur de complément. Il a été un atout pour les Hornets, les Mavs et surtout les Trail Blazers, où il a vécu ses meilleures années et obtenu un nouveau contrat. Il a aussi joué pour le Magic et fini sa carrière en 2021 avec les Bulls. Ce choix est crucial car il a servi dans l'échange de CP3 et parce que 2 ailiers ont été choisis juste après. Y compris Gordon Hayward, sélectionné 9e par l'Utah Jazz, l'un des universitaires les plus célèbres lors de la draft. Il a eu une carrière incroyable à Butler avec Brad Stevens et a été choisi 9e par Utah. Il était vu comme un joueur polyvalent, capable de marquer, créer, défendre et prendre des rebonds. Mais personne ne savait dans quel domaine il excellerait. Finalement, il est devenu un excellent joueur NBA. Assez drôle, il est pratiquement certain que les Pacers, qui avaient le choix suivant, auraient sélectionné Gordon Hayward en 10e position s'il était arrivé jusqu'à eux. Butler, une université de l'Indiana, n'a pas été sélectionné. Ils ont choisi leur propre ailier que nous allons évoquer. Hayward a débuté lentement en rookie, mais a progressé jusqu'à devenir All-Star. À sa 7e année, après de très bonnes saisons avec le Jazz, il devient célèbre en free agency en 2017. Le Jazz voulait lui offrir un contrat max, mais les Celtics et Brad Stevens comme coach principal sont intervenus et l'ont signé. Malheureusement, la catastrophe a touché Gordon Hayward. Il a été grièvement blessé à la jambe 5 minutes après le début de sa carrière avec les Celtics et n'a jamais retrouvé son niveau. Ensuite, il a enchaîné les blessures. Malgré tout, il a signé un bon contrat avec les Hornets à l'intersaison 2020 et a été solide. Mais il n'a plus jamais eu l'air d'un All-Star et il était toujours blessé. Et on l'a vu pour la dernière fois en NBA avec Oklahoma City en 2024, ce qui était une façon vraiment décevante de voir la seconde moitié de sa carrière se dérouler, étant donné à quel point il s'était bien développé au début. 10e actuellement, ce gars, selon moi, serait choisi premier si la draft était refaite. Paul George, dans ce scénario, rejoint les Indiana Pacers comme un prospect très prometteur à la draft. Prospect 3 étoiles au lycée, il a ensuite passé 2 ans à Fresno State. Il a montré de belles fulgurances d'athlétisme et de talent, mais parfois semblait se contenter du minimum sur le terrain. Prospect atypique et révélation tardive du draft, il est finalement sélectionné 10e par Indiana. Il a été solide au début de sa carrière, et après ses 2 premières saisons, il était clair que les Pacers avaient fait un bon choix avec ce pick. Excellent en défense et Cindy, il semblait destiné à devenir All-Star et à continuer de progresser après 4 ans de carrière. À 23 ans, Paul George s'était imposé comme la pierre angulaire de la franchise pour une équipe qui allait loin en play-off. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs des 2 côtés du terrain de la ligue. Durant l'intersaison 2014, il s'est gravement blessé à la jambe avec l'équipe des États-Unis et n'a disputé que 6 matchs en fin de 5e saison. Et il est revenu, mais il n'était plus tout à fait sur la même lancée qu'avant, et puis les rumeurs ont commencé. Paul George est un gars de Californie. Il voulait jouer près de chez lui et il l'a fait. 2 années de plus après la blessure avec les Pacers, il est redevenu un joueur presque du niveau All-NBA. Et il leur dit à l'été 2017,
Je pars. Allez-y et obtenez quelque chose pour moi, échangez-moi pour que vous puissiez récupérer quelque chose. Parce que je pars en tant qu'agent libre, je ne reviendrai pas à Indiana quand son contrat expirera dans un an. Il l'échange à Oklahoma City après des rumeurs sur un possible transfert vers les Lakers, en tant qu'agent libre ou via échange. Le Thunder surprend en offrant Damanis Sabonis et Victor Oladipo à Indiana. Un échange qui vise les finales en 2025. Un gros risque pour le Thunder, car George pouvait partir l'année suivante en agent libre, mais il reste sa première année à Oklahoma City. Il est bon, mais essaie encore de comprendre comment jouer aux côtés de Russ, mais il est convaincu de revenir avec une nouvelle prolongation de contrat à Oklahoma City. Cela a tout changé pour eux et leur a permis de décrocher un titre en 2025. Cela arrive car Paul George resigne après leur première année et sa deuxième saison à Oklahoma City reste sa meilleure. Il finit troisième au meilleur joueur excel en défense, marque 28 points de moyenne et joue plus de 70 matchs. Même sans succès en playoff ces 2 années, le Thunder a tout de même remporté une victoire totale. Pouvoir obtenir George pour ce qu'ils ont donné. Mais ce qui planait au-dessus de tout cela, malheureusement pour George, c'était les blessures. Il a tout de même joué 79 et 77 matchs pour Oklahoma City. Après sa deuxième année avec le Thunder, il a dû subir plusieurs opérations pour soigner diverses blessures. Et ensuite, il y a eu l'affaire avec les Clippers. Kawhi veut aller aux Clippers pendant l'intersaison de 2019 et il veut que Paul George le rejoigne, alors les Clippers sacrifient tout. Ils échangent Shai Gilgeous-Alexander, ils échangent un tas de choix de draft et de swaps et ils ajoutent Paul George. Et tu te dis, Kawhi, Paul George, ces 2 gars ensemble, ça va être génial. Malheureusement, ce n'était pas seulement de la malchance, une mauvaise expérience dans la bulle, puis une série de blessures, ça n'a tout simplement pas marché pour Paul George. Avec les Clippers, il a disputé 48, 54, 31, 56 et 74 matchs en 5 saisons. Il rejoint les Sixers en 2024 comme agent libre, ne joue que 41 matchs à cause d'une blessure et n'y est que depuis une saison lors de cet enregistrement. Malgré tout, Paul George reste toujours le premier choix lors d'une redraft. À mon avis, surtout à cause de son niveau exceptionnel. En 2018-2019 avec Oklahoma City, il a été un joueur clé dans plusieurs équipes de l'Indiana performantes en play-off. Il a surmonté énormément de blessures, mais malgré tout, si on regarde l'ensemble, c'est une carrière intéressante. Parfois, malgré tout, on peut ressentir une déception, même s'il a été incroyable par rapport à nos attentes. Pour un gars choisi 10e au total dans cette QV en particulier, le prochain sélectionné 11e au total, c'est Cole Aldridge chez l'Oklahoma City Thunder. T'as peut-être oublié celui-là, il a eu une carrière de 3 ans à Kansas, a été All-American en junior, lors de sa dernière saison avec eux. Il prenait des rebonds, défendait, et le Thunder l'a échangé lors de la draft en le choisissant 11e. C'était le Thunder de la saison 2010-2011. Ils ont Harden, Russ, Kevin Durant, mais il leur manque un pivot. Plus tard, ils ajoutent Kendrick Perkins et Steven Adams. Aldridge illustre encore un joueur recruté pour résoudre leurs soucis au pivot, mais il n'était pas au niveau NBA. Il a disputé 44 matchs en 2 ans avec le Thunder, puis a rejoint les Rockets via le transfert de Harden après seulement 2 ans. Il a ensuite joué pour les Knicks, les Clippers et les Timberwolves, réalisant quelques saisons correctes. Avec 339 matchs NBA, le bilan reste difficile pour le 11e choix de cette draft. Les gars du Kansas n'ont pas brillé cette année. Xavier Henry, 12e choix, a terminé aux Memphis Grizzlies. Joueur 5 étoiles au lycée, il fait une bonne année à Kansas, sans être exceptionnel. Il devait être un arrière athlétique et scoreur, mais choisi 12e par les Grizzlies, il n'a rien fait. C'est dommage car, comme avec Oklahoma City et Cole Aldridge, les Grizzlies étaient forts à l'époque avec Conley, Gasol et Randolph. Ils cherchaient un scoreur extérieur, ce que Xavier Henry devait être en théorie, mais cela n'est jamais arrivé. Il a disputé 38 matchs avec l'équipe lors de sa saison rookie. Échangé aux Pélicans, il termine chez les Lakers avant de quitter la ligue après 5 saisons et seulement 185 matchs. 13e choix au total, c'est Ed Davis et les Toronto Raptors. Encore un gars 5 étoiles du lycée, excellent athlète, protecteur de cercle et rebondeur à l'University of North Carolina, il réalise une bonne saison freshman. Beaucoup pensaient qu'il serait un choix très haut s'il partait. Il s'est inscrit à la draft 2009, mais est revenu pour une 2e saison. Il restait bon malgré quelques blessures. Il se déclare pour la draft en 2010 et tombe au 13e choix pour Toronto. Et Ed Davis a été un très bon joueur NBA pour beaucoup d'équipes. Rebondeur et défenseur énergique, menace sur les alley-oops, il a joué 2 saisons et demie à Toronto et a connu de bonnes saisons à Memphis, aux Lakers, Blazers et Nets. Il finit sa carrière aux Jazz, Timberwolves et Cavs. Plus de 750 matchs NBA et une belle carrière pour Ed Davis. Ensuite, en 14e position, c'est un autre gars qui est un de mes préférés de cette QV, et c'est Patrick Patterson en 14e position.
sélectionné par les Houston Rockets. Encore un gars du Kentucky, mais ce n'est pas un joueur qui est parti après une seule année. C'est le vétéran de ce groupe. Il était très bien classé en sortie de lycée en 2007, mais il est resté plusieurs années à Kentucky, même après des changements d'entraîneur. Quand l'entraîneur Cal est arrivé, il a recruté John Wall et DeMarcus Cousins. Mais lui est resté et j'aimais beaucoup son jeu. Il est devenu meilleur à 3 points et efficace à mi-distance, incarnant le rôle d'ailier fort des années 2000, tel un ambassadeur de la marque. David West prend souvent des tirs à 14 pieds, a étendu sa portée jusqu'à la ligne à 3 points en NBA et, après 3 saisons à Kentucky, est sélectionné 14e, puis devient un scoreur fiable en sortie de banc pour plusieurs équipes. Il n'a jamais assez bien défendu ou tiré pour être titulaire, mais resté un bon joueur pour les Rockets. Kings, Raptors, puis Thunder et Clippers, vus pour la dernière fois en 2021. En 15e position, il y a Larry Sanders et les Milwaukee Bucks, que beaucoup se rappellent, mais ont sans doute oublié. Il a passé 3 ans à Virginia Commonwealth University à l'université. Ce joueur athlétique, expert du contre et des alley-oops, est sélectionné 15e par les Bucks lors de la draft 2010. Il a mis du temps à débuter et a connu des suspensions ainsi que des blessures. Dès sa 3e année, il est devenu un élément clé des Milwaukee Bucks, surtout en défense. Jamais une vraie menace offensive, il a tout de même reçu des votes pour défenseur de l'année à sa 3e saison. Le problème, c'est que c'était le sommet de l'expérience Larry Sanders. Les blessures ont limité sa carrière à 5 saisons chez les Bucks et 5 matchs avec les Cavs en 2016-2017. Et c'était terminé pour Larry Sanders en NBA. Passons. 18e choix, Eric Bledsoe, Los Angeles Clippers. Encore une fois, un gars du Kentucky, un gars 5 étoiles. Une saison solide en tant que freshman à Kentucky, mais il a été éclipsé par des gars comme John Wall et DeMarcus Cousins. Les Clippers l'acquièrent lors de la draft avec le 18e choix et il réalise 3 bonnes saisons avec eux. Mais il était clair qu'il était assez bon pour être titulaire, mais il ne pouvait tout simplement pas parce que Chris Paul était là avec les Clippers. Il est transféré aux Suns après 3 ans et ses stats progressent fortement. Il a longtemps été un conducteur fiable et un excellent défenseur du périmètre chez les Suns et les Bucks. Il a été sélectionné 2 fois dans les équipes All-Defensive avec les Bucks et c'était tout simplement un très bon joueur. Il avait quelques défauts dans son jeu qui ont conduit à son transfert de Milwaukee aux Pelicans en 2020 dans le cadre de l'échange de Jrue Holiday. Il passe 1 an avec les Pelicans, puis 1 an avec les Clippers et c'était fini. 12 ans de carrière, plus de 800 matchs, aucune sélection All-Star, mais Eric Bledsoe a été bon, surtout en tant que 18e choix de draft. Il a rejoint la Chinese Basketball Association en 2022 et y a joué durant la saison 2024. 2025, 19e Avery Bradley aux Boston Celtics. ESPN avait classé Avery Bradley numéro 1 de la promotion 2009. Il a joué une saison à Texas, marqué 11,6 points par match, s'est distingué en défense, puis s'est présenté à la draft. Il rejoint les Celtics en 19e position, des doutes existaient sur son attaque et sa taille. À son arrivée, les Celtics étaient toujours parmi les meilleures équipes, donc il a peu joué. L'équipe a perdu de sa force après avoir échangé Paul Pierce et Kevin Garnett. Bradley est alors devenu un joueur solide, atteignant son meilleur niveau sous Brad Stevens, surtout en 2016-2017. Il est devenu une menace offensive grâce à ses progrès au tir, tout en restant un défenseur d'élite, idéal aux côtés d'Isaiah Thomas, incapable de défendre. Mais c'était en quelque sorte le sommet pour lui, et aussi pour ses équipes des Celtics. En 2017, il est échangé aux Pistons contre Marcus Morris, puis rejoint les Clippers en 2018 dans l'échange de Blake Griffin. Il a beaucoup bougé et a trouvé un petit rôle dans plusieurs équipes. Il a gagné le titre 2020 avec les Lakers sans participer aux playoffs dans la bulle. On l'a vu pour la dernière fois en 2022 avec les Clippers. Belle carrière, surtout vu sa place à la draft. Malheureusement pour la promotion 2010, ce sont là les seuls premiers choix notables du reste du premier tour. Seul un autre joueur du premier tour, Trevor Booker, a joué plus de 500 matchs. On trouve aussi Greivis Vasquez, Quincy Pondexter et Jordan Crawford. Tous sont intéressants, mais pas au point d'avoir une section. Passons donc au deuxième tour, 33e choix. Hassan Whiteside rejoint les Sacramento Kings. C'est drôle que les Kings aient eu DeMarcus Cousins et Whiteside lors de la même draft. Whiteside faisait partie des 100 meilleurs lycéens recrutés. Il passe une saison à Marshall, montre un potentiel impressionnant par sa taille et sa capacité à contrer, puis se présente à la draft. Ce potentiel lui vaut d'être choisi en 33e position. Au King, il ne reste que 2 saisons sans rien accomplir. Il a disputé 19 matchs en 2 saisons avant de quitter la ligue sans impact. Il a joué à l'international plusieurs saisons avant de revenir en NBA, en 2014 avec le Heat, où il a connu sa première saison remarquable. À Miami, il a une moyenne de 12 points et 10 rebonds lors de sa 2e année.
Il termine premier de la Ligue au contre et fait partie de la deuxième équipe défensive de l'année, signe un contrat énorme pendant l'intersaison, et lors de sa troisième année, il tourne à 17 points et 14 rebonds de moyenne et termine meilleur rebondeur de la Ligue. Comme je l'ai dit, Sgan n'a disputé que 19 matchs NBA en 2 saisons à Sacramento. Après cela, les choses se compliquent pour Hassan Whiteside. Il se fait cette réputation d'être un gars qui court après les contres sans vraiment défendre et qui veut juste bloquer des tirs, ce qui peut offrir beaucoup d'opportunités de rebond offensif. Ce n'est pas vraiment du basket gagnant et le Heat en a tout simplement eu assez de lui. Le contrat est vite devenu un problème, mais il a continué à avoir de bonnes statistiques les saisons suivantes. Échangé aux Blazers en 2019 puis aux Kings, au Jazz, il a ensuite joué à l'international sa dernière apparition étant à l'étranger. Mais une carrière étrange pour un gars qui a pourtant connu des saisons statistiques incroyables avec Miami 35. Je veux évoquer Manja Bjelica, même si je prononce mal son nom depuis toujours. C'était un bon tireur. Il n'a rejoint la Ligue qu'en 2015-2016, à 27 ans. Bien qu'il ait été le 35e choix de cette draft, c'était un bon joueur, surtout pour les Kings, lors de la saison 2019-20. Landry Fields, choisi 39e par les New York Knicks, a bien débuté comme défenseur et joueur de complément. Il a été sélectionné dans la première équipe des rookies, mais ce fut sa meilleure saison en Ligue. Parti chez les Raptors comme agent libre en 2012, il n'a disputé que 5 saisons et 255 matchs NBA à cause de blessures. Il a joué pour la dernière fois en NBA en 2015, puis a été directeur général des Atlanta Hawks jusqu'à son licenciement en avril 2025. Lance Stevenson est choisi en 40e position par les Indiana Pacers. Et il y a des combinaisons folles, comme des duos de choix de draft dans cette classe. Nous avons parlé de DeMarcus Cousins et Hassan Whiteside à Sacramento, Paul George et Lance Stevenson dans la même classe pour Indiana. C'est vraiment incroyable. C'était un All-American en sortant du lycée, et ensuite il y a eu des questions d'éligibilité en arrivant à l'université. Une situation de recrutement un peu étrange. Il va à Cincinnati et fait une bonne saison. De nombreuses questions entouraient Lance Stevenson à la draft, le faisant chuter jusqu'à la 40e place. Il fait peu pour l'Indiana au début, mais connaît ensuite 2 très bonnes saisons avec l'équipe. Dès la saison 2012-2013, il brille en play-off. En tant que joueur d'énergie, il pouvait marquer, il pouvait passer, super talentueux, mais il n'était pas toujours vraiment concentré et attentif. Son apogée était amusante, mais malheureusement pour lui, de courte durée. En 10 saisons et plus de 600 matchs NBA, il a joué pour les Hornets, Clippers, Grizzlies, Hawks, Timberwolves et Pelicans. Mais il n'a jamais retrouvé le niveau atteint avec ses premières équipes des Pacers. Vu pour la dernière fois en NBA en 2022, il a ensuite joué à l'international avant d'être annoncé en mai 2025 dans la Big Three League. Donc, Lance Stevenson, un gars sympa, vraiment cool, et une carrière intéressante. 55. Maintenant, je veux mentionner brièvement Jeremy Evans pour l'Utah Jazz. Il n'a pas fait grand-chose au niveau de la NBA, mais il a remporté le concours de Dunks en 2012, donc il mérite certainement d'être mentionné. Il a aussi eu une excellente carrière internationale. Quelques joueurs non draftés à mentionner. Ish Smith, Boban Marjanovic, Lance Thomas et surtout Jeremy Lin. La plupart d'entre vous connaissent cette histoire. Lin n'a presque pas joué du tout au début de sa carrière NBA. Il a joué chez les Knicks, puis alterné entre la G-League et les Warriors. Début 2012, la Linsanity débute. Moment fou, soigné et décisif, Jeremy Lin joue intensément quelques semaines alors que les Knicks manquaient d'arrière. En quelques semaines, il s'est bâti une carrière NBA alors qu'il venait de nulle part. Il rejoint ensuite les Houston Rockets comme agent libre restreint et y a bien joué. Il a joué pour les Lakers, les Hornets et les Nets. Il a été bon à différents moments pour chacune de ses équipes et malheureusement, il a eu des problèmes de blessures qui ont ralenti sa carrière en NBA. Il a fini sa carrière avec les Hawks puis les Raptors, remportant le titre en 2019 pour conclure en NBA. Ensuite, il a beaucoup joué à l'international et lors de cet enregistrement, il joue toujours à Taïwan. Une carrière remarquable pour un joueur non drafté et ainsi se conclut la draft NBA 2010.